Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Dis maman, pourquoi je suis pas un garçon? Est-ce qu'il faut choisir un mot dont je peux le dire? Sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour l'empire, je ne veux me répéter. Mylène Farmer qui évoque l'identité de genre André Berkoff dans cette chanson qui est parue en 1987. Un sujet qui fait polémique depuis plusieurs années en France et comme un peu partout dans le monde. Eh bien aujourd'hui c'est de la transidentité dont nous allons parler, André. Oui, la transidentité, ça me rappelle toujours un merveilleux poème de Prévert. Il disait, il y a des gens qui dansent sans entrer en transe et il y a des gens qui entrent en transe sans danser. Ce phénomène s'appelle la transcendance. C'est un jeu de mots. Mais là, c'est pas une transcendance, c'est beaucoup plus fort. Vous, Mariko, sans hésitation, vous avez estimé que vous êtes une femme, et vous êtes une femme, Mariko, vous êtes une transgenre. En France, il y a plus de 15 000 personnes qui ont fait ce passage, cette transidentité, et vous êtes, alors ça c'est quand même une grande première, vous êtes la première mère transgenre de France. Et quand je dis mère, M-A-I-R-E bien sûr, ça veut dire élue de la République. Effectivement, vous avez été élue le 23 mai 2020 à Thilloy-les-Marchiennes, commune rurale des Hauts-de-France, près de Douai, et vous vivez là-bas depuis 22 ans. Vous êtes mère sans étiquette, même pas une étiquette d'identité quelconque. Non, effectivement, j'ai beaucoup de difficultés à rentrer dans les cases, donc en politique c'est pareil. Donc ce qui fait que ça me permet d'avoir des amis de la droite à la gauche et je parle à tout le monde. Très bien, Céline. Eh oui, Mariko, on le précise, elle a 56 ans aujourd'hui. Elle a effectué sa transition à l'âge de 40 ans après avoir eu 3 enfants. Elle raconte son histoire bouleversante dans un livre paru récemment aux éditions Fayard. Eh bien, on va tout vous raconter dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Et oui, eh bien aujourd'hui sur Sud Radio, c'est une mairesse du Nord que nous avons le plaisir de recevoir avec André Berkoff. Mariko, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la première femme trans élue de la République et dans Madame le maire, donc un livre qui vient de paraître chez Fayard, vous racontez avec émotion votre parcours. Vous avez été élue donc en 2020, dès le premier tour, donc avec 70% des votes. Votre transidentité a-t-elle pesé dans ce choix ? Non, absolument pas. Donc les gens à la campagne sont assez pragmatiques. Ils votent pour un projet, ils votent pour des choses concrètes. Ils étaient beaucoup plus inquiets de l'entretien des routes ou de l'avenir de l'école que de ma transidentité. C'est la première fois que vous présentiez? Oui, Mariko. tout à fait. Ouais. La première fois. Et votre candidature à l'époque, elle a été accueillie comment par les villageois ? Comme je vous dis, c'est vraiment le projet. Donc on a fait beaucoup de porte-à-porte. On peut se permettre de faire ça dans un village, aller serrer les mains de tout le monde. Ils sont combien d'habitants? 540. Donc ça nous a pris quand même 6 mois pour aller voir un peu tout le monde. Donc à la campagne, ce qui est important, c'est le contact humain. Oui. Voilà. Et vous avez quand même senti quelques réticences. C'est ce que vous racontez dans votre livre. Vous dites, par exemple, vous racontez que 2 femmes retraitées du village vous ont dit « Quelqu'un comme vous devrait rester caché ». Oui, effectivement. Comment avez-vous réagi à ces propos ? Avec beaucoup de bienveillance. Moi, je comprends que des personnes d'une autre époque, avec des croyances d'une autre époque, effectivement, ne puissent pas comprendre. Je pense que la tolérance doit aller dans les 2 sens. Donc c'est pour ça que c'est important de faire comme on va faire aujourd'hui. J'espère un peu de pédagogie, un peu d'explication. Et il faut accepter effectivement qu'il y a des gens qui, on n'est pas dans les valeurs, c'est très transgressif la transidentité, donc faut comprendre ces gens-là et on doit leur expliquer. Voilà, on doit montrer qu'on est simplement des personnes normales, qui ont une vie normale et qui peuvent se mettre au service de la population. Oui, mais vous-même, par exemple, ces agressions, ces humiliations, c'est votre lot pratiquement quotidien depuis votre enfance. Comment vous êtes protégé de tout ça ? La première des protections, c'est l'évitement et la solitude. Donc effectivement. J'étais une personne un peu introvertie, donc au final c'était assez facile pour moi de m'isoler. Effectivement, on est toujours dans l'évitement. Donc la première des défenses, c'est vous vivez seul. Voilà, c'est une enfance de solitude.
Parce que vous étiez très tôt, vous avez senti que Le les plus inclinations, vous étiez né garçon, enfin né... Oui, né garçon. ça- Mais justement, quand vous avez pris conscience, en quelque sorte, que vous êtes né dans un mauvais corps? Tardivement, parce que il n'y avait pas de mots à l'époque. Il n'y avait pas de mots à l'époque. Vous êtes à la naissance, vous dit tu as un zizi, tu as un petit garçon. On vous croit. Hein. C'est simple. La vie est tellement simple. Voilà. Puis à l'école primaire, on dit les garçons ont un zizi, les filles ont une pépette, et puis le monde est extrêmement limpide. Mais dès l'âge de 2 ans, c'est-à-dire je me souviens dans les toilettes à l'école maternelle, donc je comprenais pas pourquoi on m'envoyait faire pipi avec les garçons. Alors, voilà, donc c'est compliqué. C'est-à-dire que vous, comme ça, instinctivement... Moi, je voulais pas y aller. Je trouvais ça... je comprenais pas. Ouais. Donc, je me dis... Alors, à partir du moment où j'en ai pris conscience qu'on mette des mots dessus, c'est tardivement, parce que les vocabulaires n'existaient pas à l'époque. Bien sûr. Hein. Donc, quand vous voyez que vous n'êtes pas accepté par les garçons, puis de toute façon, ça ne vous intéresse pas d'être avec eux, vous voulez pas jouer au foot, vous voulez pas jouer à la bagarre, etc. Vous êtes une espèce de souffre-douleur parce que vous savez pas vous battre, et puis je voulais pas me battre, et puis les filles veulent pas de vous parce que vous êtes un garçon, donc vous restez de côté, donc voilà. Et vous étiez dans la solitude? Vous êtes vraiment dans la solitude? Oui, mais je la vivais bien parce que je suis une personne qui est un peu contemplative, qui est un petit peu introvertie, donc c'était pas, je l'ai assez bien vécu, donc j'ai nourri vous n'en mon souffriez intérieur. pas, quoi. Non, Enfin, j'ai nourri ma vie intérieure par une curiosité intellectuelle, scientifique. Voilà, je faisais beaucoup de choses. Donc j'ai nourri voilà, j'étais dans une espèce de tour d'ivoire où je me protégeais, quoi. Mais la puberté, alors comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu votre corps qui Cette période, changeait? Ouais. Pour moi, c'était une horreur parce que tant que votre corps change pas, vous vivez avec. Puis quand vous voyez que votre corps se transforme et que c'est quelque chose qui vous fait peur. Moi, je pense qu'il y a une histoire que j'ai dû raconter dans le livre à un moment donné, mais mes parents disaient il a de grandes mains, il va devenir grand et fort. Ça me terrorisait. Moi, je voulais pas devenir grand et fort. C'était quelque chose qui m'effrayait. Donc, vous voyez, même si on met pas des mots, il y avait quand même ce sentiment-là de dire je suis pas ça, je veux pas être ça. Et ça me procurait une angoisse infinie. Vous aviez du dégoût pour votre corps? Non, en fait, plutôt un évitement. Voilà, je n'avais pas de corps. On est dans l'évitement, en fait. Je pense on le regarde pas. Voilà, on ne le regarde pas, il ne nous correspond pas. Après, moi, quand j'étais petite, j'ai toujours eu ces cheveux blonds naturels, mes grands yeux bleus. On m'appelait ma petite fille dans la rue. Donc, mon corps, au final, j'avais envie de dire, mais comment ils savent, presque. Donc, ça me gêne pas. Par contre, quand vous arrivez à l'adolescence, avec les poils qui poussent, les cheveux qui commencent à tomber, etc., là, vous le vivez mal, quoi. C'est comme une dégénération, comme une dégradation progressive qui vous angoisse. À partir de là. Donc c'est pas une problématique sexuelle, c'est que voilà, votre corps change et il change vers quelque chose que vous ne voulez pas. Oui, parce qu'à propos de votre sexe, vous dites « Je me demande ce qu'il fait là, je n'en voulais pas ». Oui, bien sûr, oui. Et quand vous êtes jeune adolescent, voilà. Alors, faut savoir que chez les garçons, le sexe est très mécanique, hein. Donc effectivement, des fois, on a l'impression que ça vit tout seul, quoi. Ça a réagi et c'était pas un autonome. dégoût, mais voilà. D'ailleurs, même certaines personnes on demande même si ça prend pas le pas. Hein. Et donc ça, je détestais ça, c'est clair. Donc ce côté d'une sexualité masculine qui se développait en moi contre moi, je détestais ça. Ah oui. Alors vous le racontiez effectivement tout à l'heure, vous en parlez, se réfugier aux toilettes, mais vous réfugiez aussi surtout dans le grenier chez vos parents. Et là, c'était votre moment de joie parce que vous vous déguisiez secrètement, en cachette, en fille, c'est ça? Alors c'est vrai que quand on est une grande maison, il y a toujours des fous, des trucs qui traînent dans les greniers, dans les caves. Et je me souviens être assez jeune, avoir pris une robe de ma mère, une robe très vintage, années 60, puis je faisais comme toutes les petites filles, je la faisais tourner, quoi. Et après, je rangeais ça, puis j'essayais de rentrer dans la norme. Donc c'est un peu des soupapes de sécurité, c'est des stress, quoi. Donc, Mais à l'époque, quand vous faisiez ça, quand vous maquilliez en fille, vous vous déguisiez en fille, est-ce que vous compreniez ce que vous faisiez ou pas? Ou pourquoi vous le faisiez? En fait, tout ce que je comprenais, c'est que ça me faisait plaisir. Ouais. Voilà, donc on me dit, mais tu dois pas faire ça. Donc en même temps, c'est un plaisir honteux, quoi. Mais voilà, je le vivais comme une récréation. Qui me faisait du bien, puis après, voilà, on repasse à autre chose, quoi. Et vos parents s'en rendaient compte ou pas du tout à ce moment-là? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai eu une expérience assez jeune où
première fois que je me suis déguisé, c'était devant tout le monde. Vous avez l'innocence de l'enfance. Eh oui. Vous avez quel âge la première fois? J'ai demandé à ma mère, elle me dit 2 ans. Ah, d'accord. Donc, vous voyez, je me souviens avoir pris son rouge à lèvres. Ma mère n'était pas une femme très coquette, mais la main rouge à lèvres, donc je m'étais maquillée. Enfin, comme je disais souvent, je ressemblais plus au Joker qu'à quelque chose, mais voilà, comme un jeu d'enfant. Ce que ma mère a pris pour un jeu d'enfant. Avec beaucoup de bienveillance. Mais mes sœurs se sont moquées de moi et j'ai vite compris que j'avais passé une ligne rouge et donc à chaque fête de famille, on m'humiliait en me rappelant ça. Alors il n'y avait pas de méchanceté derrière, mais elles ne se rendaient pas compte à quel point ça pouvait être humiliant. Donc très jeune, j'ai appris à me cacher, à me protéger, voilà, pour éviter l'humiliation. Et c'est ce que vivent les personnes trans, c'est des humiliations permanentes. Au final, est-ce que c'est bien grave voilà, de se déguiser, de s'habiller, c'est pas si grave que ça, mais on vous humilie dès que vous êtes transgressif, voilà. Oui, sauf que chez vous, ça allait plus loin, ça allait vers une négation d'une identité qu'on vous avait, voilà. J'étais pas dans la compréhension à cette époque-là, c'était confus. Bien sûr. Vous êtes jeune, le monde il est compliqué, vous n'avez pas les codes, vous n'avez pas les repères, donc. Mais pas les mots. Les mots n'existaient pas. Donc, oui, c'est ça, ouais. Et oui, il faut le dire, vous êtes né dans les années 65, c'est ça. Voilà. Effectivement, l'homosexualité était tabou, la transidentité, on n'en parlait pas. Et vous, effectivement, vous dites qu'un soir, vous aviez 13-14 ans avec votre papa devant la télé, vous avez eu en quelque sorte une sorte de déclic en comprenant qu'on pouvait se travestir en quelque sorte. C'est vrai que c'était un polar, je crois. Donc à l'époque, la transidentité était toujours assimilée au travestisme, qui n'est pas du tout la même chose. Donc c'est souvent la prostituée du bois de Boulogne, etc. Donc c'est un polar sombre. Et puis là, je découvre qu'un jeune homme s'habille en femme, etc. Et c'est là que je me suis dit, donc ça existe, je suis pas seul. C'était un polar sur le bois de Boulogne, il est travesti le bois de Boulogne. Tout ce qui était véhiculé par les médias, c'est soit vous êtes des serial killers, soit vous êtes des prostituées qu'on massacre au détour d'une rue sombre. Franchement, le côté positif, c'est ce qu'on vous renvoie. Ça vous a rassuré, j'imagine, ce soir-là, de découvrir ça en quelque sorte. Quelque part, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, quoi. Et c'est là que j'ai commencé effectivement à chercher, à essayer de comprendre. Là, j'ai commencé à sortir du déni. Mais Mariko, c'est à peu près, je ne pourrais pas me tromper de date. Et il y a un film qui a eu, justement, qui était aussi caricatural, mais qui est sorti en même temps, qui a eu un succès énorme, qui est La Cage aux folles. Que je déteste profondément. Parce que, effectivement, d'abord, c'est caricatural. D'autre part, La Cage aux folles, c'est des homosexuels efféminés, c'est pas des personnes trans. Voilà. C'est-à-dire que certains homosexuels efféminés, qui sont plutôt minoritaires, vont parfois surjouer leur féminité quelque part. Donc là, La Cage aux folles, on est pour moi dans la caricature. Alors le film a quand même été bien accueilli. C'est la première fois qu'on faisait un film qui était pas, qui avait un peu de bienveillance, qui avait un peu d'humour gentil, hostile, voilà, qui n'était pas hostile, mais qui, moi en tant que personne trans, je trouve ça. Voilà, je n'ai pas aimé du tout. Je comprends. Voilà, donc c'est un peu mitigé, mais c'est vrai. Et puis quand on voit le succès que ça a eu, je me dis c'est que ça a quand même réveillé quelque chose. Donc après, il y a eu d'autres films, mais on restait quand même encore souvent dans la caricature de la folle. Voilà, donc là, vous vous êtes dit, en voyant ce film policier et d'autres, vous dites, oui, je suis pas seul, je suis pas complètement cinglé. Il y a une réalité là, il y a une normalité, on peut dire. Il y a une normalité. On vient quand même d'une civilisation qui est très patriarcale, avec une famille traditionnelle, l'homme, la femme. Puis on a découvert qu'il y avait des hommes qui pouvaient aimer des hommes, que des femmes pouvaient aimer des femmes, qu'il y a des familles. Donc progressivement, le modèle patriarcal traditionnel, qui avait ses raisons dans l'histoire, aujourd'hui, il est en train d'évoluer. Qu'il y avait quand même une minorité de personnes qui ne correspondaient pas aux normes imposées par la société. Alors avant, le problème ne se posait pas, puisqu'il y a une époque, on terminait sur le bûcher, on se faisait massicoter, voilà. Bon, donc on n'en parlait pas. Voilà. Plus là. Le peu de personnes qui ont apparu dans les livres d'histoire, c'est des personnes qui avaient un statut tel qu'on ne pouvait pas les éliminer. Bon, je pense notamment au frère de Louis XIV, qui était surnommé Monsieur par moquerie, qui s'habillait en femme, qui aimait les hommes, et qui, accessoirement, a donné la descendance de la lignée des rois de France. Donc, ça me fait un peu sourire. Bon, à l'époque, c'était le frère du roi de France, donc on les laissait faire. Il aurait été une personne du peuple, je pense qu'il aurait eu un mauvais sort. Plus compliqué, oui. Alors, Marie, à 27 ans, vous rencontrez celle qui va devenir donc la maman de vos 3 enfants. Avec le recul, donc vous comprendrez qu'elle vous a permis de vivre votre féminité
d'identité par procuration, et écrivez-vous. Votre histoire a duré plus de 10 ans. Vous faites tout pour être un homme, pour être un bon papa, effectivement, avec vos enfants. Mais est-ce que vous continuez, malgré tout, à vous questionner sur votre identité, votre genre, pendant toute cette période? Alors, c'est vrai que c'est une question, alors ça a l'air assez simple. Une fois, j'ai une de mes nièces qui m'a dit « C'est vrai que tu veux devenir une femme ?» Je vous avoue, j'ai pas su quoi répondre, parce que non, je veux pas devenir. J'estimais que j'étais, mais c'est pas comme ça que j'étais perçu par les gens. Enfin, donc c'est compliqué. Le questionnement est compliqué. Donc je l'ai eu pendant des décennies. C'est pas une lubie qui vient comme ça. Tiens, demain j'ai décidé, je vais être une femme. Bon, c'est un peu plus complexe que ça. C'est un peu plus subtil. Et puis aujourd'hui, c'est quoi être une femme? Voilà. Je peux demander, interroger 50 femmes, elles vont me donner 50 réponses différentes. Bon. Comme j'ai déjà dit souvent, je sais que je suis pas un homme, mais est-ce que je suis une femme? Je sais pas. Il y a tellement de femmes différentes à travers l'histoire, à travers les couches socio-professionnelles. Il y a des choses de base quand même, Maud. Alors Marie. Marie, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc oui, j'ai essayé d'avoir une vie d'homme parce qu'il fallait rentrer dans les normes. Et puis moi, j'avais quelque chose qui était important pour moi, c'était d'avoir des enfants. Voilà. Donc ouais. C'était important. Donc effectivement, j'ai vécu une maternité par procuration. Donc j'ai été un papa maternant. Donc très papa proche. Poule. Enfin, oui, ce qu'on appelle classiquement le papa poule. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, justement, vous avez eu ce besoin d'annoncer à votre femme que vous étiez une femme, en fait? Je pense qu'au bout d'un moment, c'est comme une cocotte minute, au bout d'un moment, la pression, elle finit par sortir. Donc, par souci d'honnêteté, je lui en ai parlé et elle l'a mal vécu. Voilà. Donc, ça m'a coûté un divorce qui a duré 15 ans. Je l'ai payé cher, je l'ai payé très cher. Et là, j'étais complètement dans la discrétion. Donc, on me l'a fait payer. La justice me l'a fait payer puisque jamais comment ça? On m'a jamais critiqué en tant que personne trans, mais tous les jugements que j'ai eus montraient considéraient qu'il y avait un risque pour les enfants, etc. Donc, ce qui fait que j'ai dû me protéger encore assez longtemps pour pouvoir avoir le droit de voir mes enfants. Donc, paradoxalement, j'ai été un peu saqué parce que aujourd'hui, en termes de divorce, quand on a un homme, on est quand même un peu défavorisé. En même temps, j'étais saqué parce que j'étais soit trop homme, soit pas assez. Voilà, donc c'était compliqué. Donc je l'ai payé cher. Je l'ai payé très cher. Et comment vous avez annoncé ça à votre papa et votre maman? Je m'en souviens plus, en fait. Je sais que ma mère m'avait dit une phrase très simple. Elle dit, de toute façon, dans ton cas, soit il faut de l'intelligence, soit il faut du cœur pour comprendre. J'ai trouvé au final ça c'est joli. Bien de bon sens. Ou les deux. Et vos enfants ont réagi comment? En fait, les enfants, elles ne savaient pas, parce que je ne me suis jamais habillé en femme, j'ai jamais vécu en femme devant eux. Je les ai toujours... voilà. Donc ils ne savaient pas, et leur mère disait toujours « Ah, si vous saviez !» Donc ils pensaient, je ne sais pas. Et le jour où leur mère leur a dit, ils ont fait « Ah, c'est que ça !» Ouf, on est soulagés. Donc voilà. Puis un jour, les choses, j'ai pu avoir une discussion avec mes enfants, et puis mon fils me dit « Tu sais, moi je m'en fous, je t'aime. » Et aujourd'hui, du coup, ils vous appellent comment, vos enfants, pardon? Alors, en privé, je suis toujours papa. C'est mon 3e prénom. En public, c'est Marie. D'accord. Ouais, donc, j'ai été leur père, je serai toujours leur père, hein, même si biologiquement, c'est compliqué de. Le monde n'est pas noir-blanc chez les trans. Hein, on est bon. Donc oui, j'ai eu une vie d'homme, j'ai eu une vie de père. Je vais pas effacer mon passé. Il faut pas faire de la cancel culture. Je vais réécrire mon histoire. Non, elle est là. Je l'assume. Mais vous dites quand même, vous le racontez dans votre livre. Vous ne reniez non, rien. Je ne renie rien, non, bien sûr. C'est comme ça. J'ai jamais voulu me mettre en victime. Ma vie a été pas facile. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont des vies 10 fois plus dures que moi. Je pense qu'être une femme en Afghanistan ou au Soudan, c'est quand même terrible. Ou en Iran. Ou en Iran. Donc, on peut se victimiser. Non, moi, vous avez pu voir dans le livre, je me suis jamais victimisé. Oui, c'est pas facile, mais la vie n'est facile pour personne, je pense. Moi, je me dis, je suis né en bonne santé, avec bien câblé au niveau cérébral. J'ai pu faire des études, pas de problème majeur. Enfin, je me dis, je m'en sors bien, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il faut arrêter de se victimiser. C'est tellement confortable d'être victime plutôt que d'être combattants. Donc je préfère les gens qui sont combattants. Vous parlez d'or. Mais vous racontez quand même dans votre livre que vous avez en fait quand même peu de souvenirs de votre vie conjugale passée, et vous avez conservé une seule photo de vous en père. C'est vrai, ouais, j'en ai pas beaucoup. D'abord, il y a un truc très pragmatique, c'est que c'est moi qui prenais les photos. Donc je suis rarement sur la pellicule.
Mais c'est vrai que j'ai peu. Puis à l'époque, c'était encore l'argentique, hein, c'était moins accessible. Aujourd'hui, vous sortez votre téléphone, vous faites une photo, donc vous avez une débauche de photos. À l'époque, non, c'était de l'argentique, donc faut prendre la photo, penser à prendre l'appareil, le faire développer. Donc ça limite un peu aux fêtes de famille, et c'est moi qui prenais les photos. Donc effectivement, je suis. Mais les souvenirs, les effacer comme vous le faites, vous l'avez fait? Oui, je pense que il y a des choses qu'on n'a pas envie de revivre. Je pense qu'il y a, c'est ce qu'on appelle en psychologie le refoulement. Il y a des choses qu'on a. Je pense que quelqu'un qui a eu des problèmes de santé n'a pas envie de se remémorer toujours ses problèmes de santé. Je pense que c'est humain. On essaye de se rappeler les bons souvenirs Et pas les mauvais. puis pas les mauvais, quoi. Voilà, Ok. donc, En tout cas, depuis 5 ans, vous êtes très heureuse, mariée avec votre compagne Nathalie. Vous l'avez rencontrée sur un site sur lequel vous étiez inscrite en tant qu'homme. J'avais encore le genre entre deux chaises, écrivez-vous dans votre livre. Elle vous a permis en tout cas de rendre votre transition plus facile. Vous nous raconterez tout dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. I am me, and I know I will always be. Je suis free, oui j'invente ma vie. Ne me demandez pas qui je suis. Moi je suis le même depuis tout petit. De la communauté queer comme vous, Mariko. Vous êtes la première mère transgenre de France et vous publiez un livre remarquable chez Fayard, Madame le maire. Alors vous avez aujourd'hui 56 ans, vous avez fait votre transition à l'âge de 40 ans. Au début, vous avez été suivi par un psychiatre. À l'époque, c'était obligatoire. Alors oui, effectivement, à l'époque, on était psychiatrisé. Donc, on m'a dit, si tu veux accéder au traitement ou autre, faut aller voir un psychiatre. Et au bout de 2 ans, où vous allez payer 100 € par semaine pour aller voir un psychiatre, non remboursé. Pour vous dire, oui, vous avez le droit d'accéder à un traitement hormonal. Donc je dis, je vais essayer de jouer le jeu, mais tout de suite j'ai vu que c'était délirant, quoi. Des gens ne comprenaient même pas ce que c'était, quoi. Donc, on entend parler de schizophrénie, de personnalité schizoïde, d'homosexualité refoulée, enfin, toutes des choses que, enfin, c'était pas moi. Donc, non, j'ai arrêté avec ça. C'était, à moins de me détruire psychologiquement, je voyais aucun intérêt de dépenser de l'argent pour entendre des choses désagréables et m'enfoncer comme ça avec des gens qui étaient incompétents. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a une compréhension, mais à l'époque, non. Oui, c'est plus le cas. En fait, il faut le préciser depuis 2010, parce que avant, effectivement, les trans étaient considérés par la loi comme des malades mentaux, en fait. Alors c'est pas la loi, c'est les classifications médicales qui font référence. Donc on a une classification. Ah, une loi, donc c'est une classification française. Il y a une classification internationale qu'on appelle la DSM, qui a déclassifié effectivement la transidentité en maladie psychiatrique pour la remettre dans la notion de alors je sais plus le terme, de congruence, enfin de personnes qui avaient besoin de soins mais qui n'étaient pas malades. Voilà. Donc effectivement, quand vous êtes une femme, vous êtes suivi par un gynécologue, vous avez nécessité un suivi médical, ça fait pas de vous une personne malade. Voilà, on rentrait dans la catégorie des personnes nécessitant un suivi médical, mais pas considérées comme personnes psychiatriquement malades. Donc ça, c'est au final assez récent. Et oui. Alors vous-même, comment s'est passée votre transition? Quelles ont été les différentes étapes? Parce que c'est pas simple, une transition. Moi, à l'époque, il n'y avait rien. Vous êtes une espèce de paria. Vous vous cachez, parce qu'aujourd'hui, c'est plus la même réalité pour les jeunes qui peuvent bénéficier d'un accompagnement. Faut rassurer les gens. On ne devient pas trans comme ça. C'est-à-dire, vous êtes suivi par des médecins, par des psychologues, des équipes pluridisciplinaires. Il y a un accompagnement qui peut prendre plusieurs années. On lâche pas des choses comme ça. C'est-à-dire, il y a un véritable accompagnement et puis avait suivi avec des professionnels qui maîtrisent le sujet, ce qui n'était pas le cas avant. Moi, à mon époque, personne ne connaissait rien, donc sur ce questionnement-là. Ou mieux, c'était perçu comme une paraphilie, c'est-à-dire une perversion sexuelle. Donc, quand vous allez voir des gens qui vous disent soit vous êtes pervers sexuel, soit vous êtes malade mental, soit vous êtes schizophrène, etc., franchement, ça vous aide pas à grandir, quoi. Et ça vous soigne pas, ça vous enfonce. Donc ces gens-là, et puis surtout, emprunt énormément de théories psychanalytiques qui n'ont rien compris à ces problématiques-là, qui influencent. Donc ça a fait beaucoup de tort. Donc à l'époque, non, j'étais seul. Donc. Et ça vous a, quand vous avez vu ce psychiatre-là, ça vous a un peu découragé au départ, ça vous a révolté, enfin ce qu'on disait de vous, style limite. Non, mais vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Une psychiatre américaine qui disait la transidentité, c'est une contrainte au changement. Vous n'avez pas le choix. C'est une force intérieure qui dit si t'avances pas, tu crèves. Eh oui. Donc c'est pas le choix. Vous êtes dos au mur.
Les Donc gens vous comme y moi, allez. de ma génération, on est des survivantes. Hein. Non, il y en a qui n'ont pas survécu, hein, des gens qui se Oui, il y a eu suicident. beaucoup de suicides, Eh ben, exactement. bien sûr. Ouais. Alors on ne le sait pas toujours. Moi, j'ai une personne que je connais bien qui m'a dit, tu sais, j'ai compris maintenant. J'avais un neveu, il s'est suicidé, on n'a jamais compris pourquoi. Et on avait trouvé des chaussures de femme dans sa chambre. Voilà. Donc en fait, les gens ne savaient pas. Les suicides inexpliqués, etc. Donc c'était ça à l'époque. Donc les gens n'en pouvaient plus, quoi. Donc soit parce qu'on leur envoyait une image tellement détestable d'eux-mêmes, parce que notre identité, on l'a construit par rapport à une force intérieure, mais on a aussi le miroir. Il n'y a pas que le miroir de la salle de bain. Le regard des autres. Il y a le miroir social, ce qu'on vous renvoie. L'enfer, c'est les autres. Exactement, c'est l'expression. Ouais. La transidentité, c'est pas la transition. On fait pas de transition en fait. Des fois, on me dit vous êtes quand une transition. Alors j'essaye de me mettre dans la logique des gens, mais on fait pas de transition. On est toujours Oui, la même c'est- personne. C'est l'entourage qui fait une transition. C'est ce que perçoit l'entourage. Mais au fond, nous, on n'a pas changé. Hein. Oui. Oui, vous racontez effectivement un moment très, très, très émouvant dans votre livre. C'est la première fois que vous avez eu le courage de sortir habillé en femme dans la rue avec des talons. Alors justement, vous alliez voir votre orthophoniste parce que vous avez féminisé votre voix. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là? Ah bah, c'est ce que j'expliquais dans le livre. En fait, des fois, on n'arrive pas à mettre un mot sur la transidentité. Mais qu'est-ce que tu ressens? C'est compliqué. Et en fait, j'ai compris ce jour-là que c'était une privation de liberté. Voilà. Parce que ce jour-là, effectivement, j'étais à Paris, j'avais des boots un peu comme aujourd'hui, un pantalon slim, un petit perfecto. Enfin, j'étais habillé comme beaucoup de Parisiennes ou de femmes aujourd'hui, hein, comme vous, bah aujourd'hui, un peu, sexy mais pas trop. Et en fait, tout le monde m'ignorait dans la rue. Voilà, tout le monde m'ignorait. Je passais inaperçu. Et c'est là où j'ai ressenti pour la première fois de ma vie le sentiment de liberté. Ah oui, personne se retournait, disait Non. D'accord. Donc c'est incroyable. Mais En vous fait, dites- c'est Ah ça la oui. transidentité, Ouais, c'est une privation de liberté. Voilà. Vous êtes tolard de vous-même. Votre prison, c'est votre corps. Voilà. Et un jour, vous commencez à casser les barreaux et c'est difficile. Et on vous aide pas. Vous avez deux prisons. Vous avez la prison que vous êtes faite pour vous protéger, puis après la prison des autres qui veulent vous enfermer dans votre condition, dans votre genre social, quoi. Et c'est difficile d'en sortir. La sanction est terrible. Il y en a qui se retrouvent à la rue. Il y a des jeunes qui aujourd'hui se retrouvent à la rue. L'année dernière, il y a une jeune femme trans qui est morte de froid sur un banc à tourner à l'autre côté de la frontière. C'était une Lilloise. Donc Pourquoi? Parce que les parents l'ont Rejeté. virée, l'ont jetée. Ouais, c'est ça. Donc elle est passée la frontière, elle a survécu avec un peu de prostitution, puis elle dormait sur un banc où elle est morte de froid. Voilà, donc c'est la réalité. Donc le monde vous le fait payer très cher, très très cher, alors qu'au final, on n'emmerde personne. Ouais. Mais vous dites quand même que parfois vous êtes encore scruté comme un animal de foire. Vous le décrivez Alors, ainsi. Plus trop maintenant, parce Ouais. que bon, mais je me suis plus féminisé que par le passé. Avant, j'avais un rôle j'étais plus androgyne, donc j'étais plus perçu comme un homosexuel efféminé. Donc l'homophobie, je connais, sans avoir été homosexuel. Mais effectivement, quand on est trans, on a toute la palette de la discrimination. On subit le sexisme contre les femmes, on subit l'homophobie parce que les gens font pas la différence. Vous subissez la transphobie, voilà. Ouais. Voilà, vous avez une belle salade de fruits de discrimination en pleine gueule, donc c'est compliqué. Donc c'est vrai que cette phase-là était compliquée. Voilà, vous rentrez dans les toilettes, on vous scrute, vous êtes toujours à la limite de l'agression physique. Voilà, donc c'est très 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 dangereux. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'ai pas changé. Moi, au fond de moi, je suis toujours la même personne, mais je lui ai dit, il faut que je me mette dans un rôle, dans un genre féminin, social féminin, pour me protéger. Et vous avez subi donc des opérations de chirurgie pour vous féminiser. Oui, bien sûr. Lesquelles? Bon, ça je le garde pour moi. Je pense que voilà, j'ai pas envie de parler. J'ai évité justement de parler de médical parce que voilà, ça ne regarde que moi et mon médecin. Mais oui, effectivement, j'ai été à un congrès de chirurgie esthétique sur la féminisation du visage. Je leur ai dit, mais vous savez, vous les chirurgiens, vous pensez que la féminisation du visage c'est pour nous embellir. On s'en fout d'être belle. Tout ce qu'on veut, c'est survivre et passer inaperçu dans la rue. Voilà. Ouais. Donc c'est à partir du moment où vous avez un visage qui reste masculin, vous êtes une cible. Vous êtes une cible, vous avez une cible dans le dos.
Donc la féminisation du visage est importante pour passer inaperçu. Ce qu'on demande, c'est le passing, passer inaperçu, pouvoir vivre sans inquiéter. D'être comme monsieur ou madame tout le monde. Surtout madame tout le monde de Madame préférence. tout le Eh oui, c'est ça. Alors, vous le racontez, je me permets, vous le racontez dans votre livre, vous avez conservé votre sexe, vous allez... pénis, Ouais, je veux votre dire. pénis, effectivement. Vous allez bientôt vous faire opérer. Cette décision a été difficile à prendre. Oui, parce que c'est quand même une opération très lourde. Très lourde. Et puis surtout, comme j'ai jamais été dans un processus, j'étais exclu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut passer par une équipe pluridisciplinaire qui prenne plusieurs années. Je devais repartir à la case départ. C'est-à-dire... Comme le psychiatre avant. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc être suivi pendant des années. Et après, une fois que vous avez l'accord, les délais d'attente sont de 4 à 6 ans En France ou à l'étranger? en France. Donc c'est compliqué. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Ah ben ça, je le garde pour moi. Oui. Là, on est dans le secret médical. J'imagine. Alors, je dis souvent, quand les gens me posent la question, je leur dis souvent, je vous le dirai quand on sera intime. Alors, sans changer de sexe, en tout cas, vous avez pu changer d'identité, comme le stipule la loi du 18 novembre 2016. Mais vous dites que dans les faits, il y a une certaine hypocrisie sur ce sujet. Oui, effectivement, quand vous vous retrouvez devant un tribunal, vous avez 10 personnes qui vous scrutent et que vous allez devoir justifier votre féminité à travers la projection que la personne en face de vous va se faire elle-même de sa propre féminité, ça ressemble un peu à un tribunal d'inquisition. Je peux vous dire que j'avais envie de leur rentrer dedans. Bon, c'était des juges femmes qui étaient plutôt bienveillantes. Que des femmes? Oui, il y a Ouais, des hommes aussi. C'est pas celle qui gérait le truc. Après, oui, il y avait une dizaine de personnes. Je me souviens plus, mais je pense qu'il devait y avoir un homme ou deux. Mais c'était essentiellement des femmes. Aujourd'hui, la justice est très féminine. Il n'y a pas de parité. De plus en plus jeune, de plus en plus féminine. Et là, je me suis dit, mais enfin, c'est odieux de devoir justifier qui on est à travers les fourches codines de la projection que se fait une personne de sa propre féminité. Je vous garantis que ce jour-là, je suis venu en jupe, talons, maquillé, parce que sinon, vous passez pas. Hein. C'est-à-dire, vous êtes vraiment dans la projection de ce qu'est la féminité dans le c'est soir. ça. C'est odieux. Enfin, moi, j'ai trouvé ça odieux. Le cliché de la féminité, quoi. Enfin, Puis on m'a demandé de m'expliquer. J'ai dit, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est incroyable. En tout cas, depuis... Je suis reconnu par tout le monde à travers la planète entière. Je suis reconnu même par l'État. Je suis reconnu, j'ai même reçu la médaille de l'égalité homme-femme par Madame la ministre Elisabeth Moreno. J'ai reconnu, invité par Marlène Schiappa. Donc même au niveau de l'État, je suis reconnu et je dois aller me justifier devant un tribunal. Voilà, juste pour avoir une mention dans l'état civil. Parce que sans cette mention-là, alors je l'ai fait récemment, pourquoi? Parce qu'on me pourrissait la vie en permanence. Mais voilà. Vous l'avez fait très récemment, en décembre. Oui, j'ai fait l'année dernière, oui. Donc ça m'a pris 3 mois d'attente du tribunal et 3 mois à l'état civil. 6 mois, c'est honteux. Je vais vous donner un exemple pour montrer à quel point c'est honteux. J'ai appelé mon assureur, alors je sais pas si j'ai le droit de faire de la publicité, mais je pense que quand les gens font des choses bien, il faut le dire. J'ai dit, voilà, c'était la MAF, je dis la MAF, voilà, je voudrais changer mon prénom, parce que j'ai changé d'identité. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Il n'y a pas de problème, madame. Vous aurez les documents. Et 2 jours après, j'ai reçu tous mes contrats réédités avec mon prénom, etc. C'est tellement simple d'être bienveillant, c'est tellement simple. Ah oui. Alors, votre prénom de naissance, c'est Nicolas. Comment vos parents vous appellent aujourd'hui? Marie. Marie-Madeleine Jeanne Co depuis le 11 décembre 2021. Voilà, c'est ça. Alors, être trans, parfois, on a des petits privilèges, celui de choisir ses prénoms. Donc moi j'ai choisi Marie, c'est l'un des plus beaux prénoms qui existent, même dans notre culture. J'ai rajouté Madeleine en l'honneur de Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine. Donc voilà, donc pour moi c'est première disciple du Christ, compagne du Christ aussi. Vous êtes croyante? Oui, bien sûr. Et Jeanne en l'honneur de Jeanne d'Arc. Donc ça c'est un pied de nez à l'extrême droite. Mais votre papa et votre maman aujourd'hui vous appellent Marie? Oui, bien sûr. Génial. Ils sont pas dans le déni. Ils l'ont été une période quand même. Ça a été compliqué. Ouais. Alors c'est ça aussi que j'explique à des personnes trans. Comprendre que vous avez mis des années à vous accepter. Et un jour, vous demandez à votre famille, du jour au lendemain, de switcher. Des années d'émotions, des années de souvenirs et de les réécrire. Non, ça se fait pas comme ça. Quand une personne vous connaissez pas, vous dites je m'appelle machin, etc. Bon, il n'y a pas de problème, ça se passe bien. Mais les gens qui vous connaissent depuis 20 ans, depuis 30 ans, c'est compliqué. Eux aussi, ils doivent faire une transition.
affectif, il doit faire un deuil psychologique. C'est pas simple. Une personne trans, sa famille fait aussi la transition, en quelque sorte. Mariko, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va continuer d'évoquer donc votre parcours. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Pharrell Williams. Eh oui, l'hymne Pharrell qui rend Williams. heureux André Berkoff. Alors Mariko, aujourd'hui on peut dire que vous êtes une femme très heureuse. Que seriez-vous devenue si vous n'aviez pas fait votre transition? Ouais, c'est une putain de bonne question. Ouais, j'en sais rien. Mais bon, je pense que j'aurais certainement raté ma vie, oui. J'aurais pas eu ma vie. Je prenais l'image vous êtes sur un quai de gare et vous voyez passer les trains de la vie, puis vous ne montez pas dans le train. C'est un peu cette image-là, en fait. En se demandant toujours est-ce que c'est pas le dernier train. Enfin, j'arrivais à être assez âgé, 40 ans, 50 ans, et vous dites, mais que me reste-t-il pour vivre une vie qui me corresponde, quoi? J'ai vécu la vie d'une autre, voilà, une vie qu'on attendait de moi, mais au final, Non, on fait avec, quoi. ce qui est d'autant plus intéressant, enfin en tout cas dans votre chemin, dans votre parcours, c'est que vous êtes, le père de 3 enfants. Donc c'est-à-dire que vous avez eu une vie dite, entre guillemets, avec 4 guillemets, classique, je dirais. Ouais. Et puis à un moment donné, vous avez dit, mais je vais aller quand même plus loin. Je vais pas rester là. C'est un peu les mêmes profils que vous trouverez chez les gens de ma génération. C'est-à-dire qu'on a une vie professionnelle, familiale, jusqu'au moment où on n'en peut plus. Puis arrivé à 40 ans, ça devient compliqué. Donc il y a d'autres. Les jeunes aujourd'hui, c'est dans l'autre sens. Ils vont d'abord faire leur transition, ensuite ils vont avoir leur. Voilà. Donc nous, on a fait les choses à l'envers. C'est compliqué. Donc des gens comme nous, il n'y en aura plus. Maintenant, c'est connu, c'est pris en compte plus jeune. Plus... Voilà. Les jeunes aujourd'hui, c'est quand même plus facile. Ouais. Aujourd'hui, les trans sont victimes effectivement de discrimination, d'humiliation, comme vous l'avez été régulièrement tout au long de votre vie. Selon vous, pour faire évoluer les mentalités, qu'est-ce qu'il faudrait faire? L'éducation, la pédagogie. Voilà, et puis changer un peu les lois. Donc aujourd'hui, en France, on est très attaché au biologique. C'est-à-dire, le code civil, c'est la parentalité est biologique. C'est-à-dire que les choses ont évolué. La famille traditionnelle était basée sur le concept d'un homme, d'une femme et d'une filiation. Le code civil tend à protéger la filiation. On est hérité du droit latin. Aujourd'hui, tout ça a évolué. On a des familles monoparentales, homoparentales, on a de la PMA, etc. Donc tout le principe de parentalité a changé. Le mariage, pareil, était réservé à un homme et une femme. Voilà. Aujourd'hui, on a des mariages qui sont possibles entre hommes et hommes, femmes et femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit remplacer le biologique par le pacte social. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de plus s'enfermer dans notre biologie. C'est-à-dire que l'humanité a un peu évolué, enfin j'espère. Et aujourd'hui, on reste très bloqué dans une vision biologique de la famille, avec des conséquences qui sont terribles. Par exemple, sur l'adoption, tant qu'il y a un parent biologique vivant, l'enfant n'est pas adoptable. Et aujourd'hui, ils remplissent des centres d'accueil où ils sont en maltraitance psychologique, alors que ces enfants devraient pouvoir adopter à partir du moment où un parent a été déficient. Aujourd'hui, tant que le parent existe, la justice estime qu'il pourra toujours reconstruire un lien. Mais qui est-ce qui en fait les frais? C'est l'enfant. Donc on est toujours dans cette vision biologique des choses, au lieu d'être dans la vision du contrat social. Au final, un mariage, c'est un contrat social. Une famille devrait être un contrat social. Le parent qui adopte, il est bien dans un contrat social. Donc il faut repenser notre société. Et c'est long, c'est long. Il a fallu attendre 2000 ans pour que les femmes aient le droit de vote. Voilà. Ouais. C'est long, c'est compliqué, c'est dommage. Alors aujourd'hui, le monde accélère grâce aux réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est plus des réflexions dans des centres philosophiques, etc. Aujourd'hui, le débat, il est en temps réel sur le net. Donc les choses évoluent plus vite. Pas forcément mieux, mais il y a une évolution plus vite. Donc il faut continuer à avancer, éduquer. Les décideurs d'aujourd'hui, c'est des gens qui ont été éduqués il y a 40 ans, 60 ans, avec la vision du monde qui est dépassée. Les 30 glorieuses, la consommation, le machin, le tout bagnole. Aujourd'hui, le monde a changé. Et les décideurs de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut les éduquer. Donc l'éducation, la pédagogie, la compréhension, mais pas
l'ostracisme et la stigmatisation. Oui, sauf que, je voudrais vous dire, on était biologique avant, maintenant on est pacte social, mais il ne faudrait pas noyer le bébé biologique avec l'eau du bain. Parce que je vais vous dire ce qui se passe en ce moment, je sais pas, mais ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Il y a quand même un gros problème. Je vais vous donner 3 exemples très précis. Sport féminin. Aujourd'hui, c'est très bien, il y a des exemples beaucoup aux États-Unis et en Europe. Par exemple, un nageur, il est 430e en sport de natation. Il s'appelle Joe et il devient Emma. Il va en natation et devient premier. Parce qu'il faut quand même pas oublier que la biologie a quelque chose à faire. Pardon, je continue. Dans le sport féminin, et le sport féminin est en train d'en prendre vraiment plein. C'est encore minoritaire, mais attention. Par exemple, les boxe féminin, les tournois de boxe. Vous avez des hommes devenus des femmes, justement, et puis il faut boxer. Et je peux vous dire, aux États-Unis, il y a eu 3 femmes qui se sont fait fracasser parce que un homme a quand même plus de force. 4e, en Écosse, il y a eu ça dans la cellule des... On a mis une femme, enfin un homme devenu femme dans la cellule des femmes, il en a violé 3. Alors vous allez me dire, oui, mais ce sont des exemples, faut pas... Mais moi, ce qui me gêne dans l'histoire, c'est qu'on dit, ah, mais la biologie, ça n'existe plus. Qu'est-ce que ça veut dire, la biologie, ça n'existe plus? Ça existe, la biologie. Alors, ce que vous dites, c'est extrêmement important, et je crois que, effectivement, chacun dans la liberté doit avoir la possibilité de suivre son identité jusqu'au bout, mais attention à ne pas basculer dans un ayatolisme, un intégrisme du culturel face au biologique. J'ai jamais nié la biologie. Aucune personne trans ne nie la biologie, qu'on l'a subie. Ah si, il y en a. Ouais, bon, après, vous avez il y a quelques théoriciennes et théoriciens. Quelques extrémistes, mais vous pourrez toujours trouver un extrémiste dans un sens ou un extrémiste dans l'autre sens. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Donc de cela, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait notre humanité? Voilà, qu'est-ce qui fait notre humanité? Parce qu'avant tout, est-ce que nous sommes un animal intelligent? Point, ou est-ce qu'on est plus que ça? Je pense que notre humanité, c'est quand on s'élève au-dessus de notre animalité, pas nous ramener qu'à notre biologie. Maintenant, notre biologie, c'est notre transport, on est incarné dans une biologie, donc on ne peut pas la nier. On va pas, aujourd'hui, les personnes trans nient pas leur biologie. On demande au contraire de faire des opérations pour se mettre en adéquation d'un point de vue anatomique, etc. Donc, le débat, il est un peu plus subtil que ça. Alors, pour venir, premier exemple sur le sport. Alors, aujourd'hui, effectivement, quelqu'un qui est un état civil homme-femme, il n'y a pas de discrimination possible, il peut se présenter dans les épreuves. Le CIO n'est pas stupide, effectivement, ils disent là, ça pose problème en termes d'éthique sportive. Bon, en termes juridiques, oui. En termes d'éthique sportive, ça pose un problème. En termes physiques, pardon. C'est pas ça. Donc l'éthique sportive, est-ce qu'il y a un avantage disproportionné? Alors sur les hommes trans, non, parce que même un homme trans super boosté à la testostérone, il ne battra pas un homme qui a eu 20 ans ou 30 ans. Voilà. Il reste le cas des femmes trans. Alors les femmes trans, la majorité des sports, à partir du moment où vous êtes sous traitement hormonal, votre masse musculaire baisse, vous retombez dans les ratios des femmes avec l'handicap d'avoir 10 kilos d'os en plus à transporter. Et en plus, vous êtes sous-boosté au niveau hormonal puisque voilà, vous avez des bloqueurs. Donc, avoir un avantage fort dans la majorité des sports, je demande à voir. Aujourd'hui, il n'y en a pas d'athlètes trans qui explosent les trucs. Alors après, il reste les cas, effectivement, du sport de combat. Là, effectivement, même si vous êtes sous traitement hormonal, effectivement, vous avez quand même un petit avantage. Alors moi, je m'interpelle sur effectivement ces cas-là, parce que moi, je veux dire, en tant que femme trans, comme beaucoup de femmes trans, il y a bien un truc qu'on n'a pas envie de faire, c'est de l'haltérophilie, du sport de combat. Donc voilà, donc je m'interroge, je ne veux pas dénigrer ces personnes, mais je m'interroge en termes d'éthique, est-ce qu'ils sont vraiment sur leur sincères motivation, sur leur motivation, parce que des personnes trans qui ont fait du sport, il y en a eu, mais quand elles ont fait leur transition, elles ont quitté le sport. Donc moi je me dis, ces 3 personnes, effectivement, une personne qui était force spéciale américaine, championne de MMA, je m'interroge. Alors, je ne veux pas la dénigrer, je ne la connais pas, je ne connais pas. Je m'interroge parce que moi, franchement, en tant que femme, il y a bien une chose qu'on n'a pas envie de faire, c'est du sport de combat et de porter de la fonte. Voilà. Donc, je me dis, est-ce qu'elles sont vraiment sincères? Et si elles le sont, moi, je pense qu'elles devraient ne pas se présenter par souci d'éthique. Parce que là, gagner des médailles dans cette situation-là, en termes d'éthique de sport, je suis désolé, ça disqualifie le sport et ça disqualifie les femmes trans. En tout cas, Mariko, vous avez quelque chose, vous avez l'éthique, c'est déjà énorme. Donc, je pense effectivement. Alors la nageuse, c'est plus compliqué. Là, je connais pas le sujet, mais effectivement, normalement, on pourra en parler. Voilà, je connais pas leurs dossiers médicaux. Est-ce que c'est des personnes sincères? Après,
On va être obligé de rendre l'antenne, Mariko, je suis désolée. En tout cas, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre Madame le maire est paru chez Fayard. Lisez-le, chers auditeurs de Sud Radio. Il est Liberté, vraiment... égalité, transidentité. Exactement. Tout de suite sur Sud Radio, c'est Brigitte Lahaye. Comment donner et recevoir dans ses relations sexuelles? Les femmes sont-elles plus altruistes et les hommes plus égoïstes? Réponse dans un instant avec Sylvain Mimoun. Sud Radio.